Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, on est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Alors, l'actualité internationale nous emmène où en France? On va un peu changer en France. On attend qu'Emmanuel Macron nomme son nouveau Premier ministre aujourd'hui. Bon, c'était un secret de polichinelle. Elisabeth Borne était sur le départ. Elle était sur le départ même depuis l'année dernière. Je pense que le fait qu'en décembre dernier, elle avait échoué en première instance par le biais, enfin son gouvernement avait échoué à faire voter la loi sur l'immigration. Elle a utilisé le 49.3. Non, elle est passée par ce qu'on appelle la commission mixte paritaire, c'est-à-dire qu'en première instance, c'est-à-dire que les députés ont refusé d'examiner même la loi sur l'immigration. Ça a été une grande victoire pour l'opposition. Et donc, ils sont passés par une commission mixte paritaire, c'est-à-dire 7 représentants du Sénat, 7 de l'Assemblée nationale. Et puis, les deux se sont entendus sur une révision du texte. Et c'est cette mouture-là qui a été, en comparaison avec celle qui devait faire l'objet d'une discussion à l'Assemblée nationale, qui a été dépouillée de l'essentiel de ces innovations d'un point de vue politique. Et c'était donc une loi vraiment très différente de celle que souhaitait au départ Gérald Darmanin, qui est le ministre de l'Intérieur, qui portait cette réforme-là. Et donc c'est cette loi-là qui a été votée. C'était un succès à minima, disons, d'un point de vue politique, parce que Emmanuel Macron ne voulait pas que cette loi-là sur l'immigration passe par un 49.3. Il voulait absolument qu'il y ait un vote. Il a obtenu, il a eu ce qu'il voulait, le vote, sauf que dans le contenu de la loi, c'est totalement, c'est pas ça, ce n'est pas ce que le gouvernement avait prévu au départ. Donc, c'est un peu ça qui a été un peu l'élément de trop, c'est-à-dire que Elisabeth Borne avait été maintenue à la tête du gouvernement, donc à Matignon, pour être en capacité de pouvoir dialoguer avec les oppositions afin de, en fonction des lois, obtenir une majorité. Donc, tantôt discuter avec l'extrême droite, tantôt donc le Rassemblement national, tantôt discuter avec les Républicains, pour qu'en fonction des textes, ils puissent obtenir une majorité. Il faut savoir que Renaissance et ses alliés, Horizon et Modem, ils ont une majorité relative, ils n'ont pas la majorité absolue. Donc, comme elle a utilisé 21 fois le 49.3, donc ça veut dire elle a abusé la cour. Non, Michel Rocard est loin devant. Hein. Ah bon? Mais elle était à quelques encablures de rejoindre, voire même dépasser Michel Rocard. Donc elle n'a pas... Michel Rocard, il a eu des grandes oreilles. elle n'a pas explosé de ce point de vue-là. Mais évidemment, après cet échec-là, il était clair que pour Emmanuel Macron, il lui reste encore 4 ans. Donc il faut, avec un Premier ministre qui était politiquement essoufflé, il ne pouvait plus continuer avec elle. Donc il fallait amener un nouveau visage, amener une nouvelle impulsion et tenter, soit peu, d'obtenir enfin quelqu'un qui soit en capacité de négocier avec les oppositions pour obtenir, quand il le faut, la majorité qu'il faudrait, dont le pouvoir a besoin pour faire passer un certain nombre de réformes. Voilà. Donc ça, on le saura ce soir. On va voir un peu quelle architecture prendra le gouvernement français. Non, aujourd'hui, on va parler d'une entreprise, de Disney. Disney, oui. Alors, vous connaissez tous Disney, la grande entreprise de dessins animés qui avait été créée dans les années 20 par Howard Disney, qui ensuite avait été géré par son frère, son neveu Ron Disney. Bref, Disney, c'est le géant américain mondial des films d'animation. Et depuis une quinzaine d'années, il règne sans partage, non seulement sur les films d'animation, mais aussi sur les films de grand divertissement, c'est-à-dire sur les blockbusters. Parce que grâce à l'impulsion d'un homme qui aura dirigé la maison durant 15 ans, qui s'appelle Bob Iger. Il a été rappelé en novembre dernier. Hein. Il avait pris sa retraite en 2020. Il a été rappelé en novembre 2022 parce que l'entreprise n'allait pas mal. Et c'est justement l'objet de cette chronique, essayer de comprendre pourquoi Disney, les recettes de Disney ne marchent plus. Qu'est-ce qui ne va pas? Comment cette entreprise, durant plus d'une cinquantaine, voire soixantaine d'années, nous a habitués à produire des films de très très grande qualité. De nombreux films d'animation de Disney sont déjà devenus des classiques. Je ne vais pas revenir sur la liste, elle est trop longue. Et surtout, sous Bob Iger, Disney avait décidé de se diversifier dans le cinéma en mettant la main sur des franchises qui en valaient la peine, qui rapportaient énormément d'argent, notamment la franchise Star Wars et la franchise Marvel. Ça a été des coups de génie parce que grâce à Star Wars et à Marvel, pendant 9 ans,
tous les films de Disney ont fait au minimum $1 milliard de chiffre d'affaires au box-office. C'était du jamais vu. La Paramount, la 20th Century Fox, toutes les autres grandes maisons de production, la Warner, sont loin derrière. Disney régnait en maître sur le cinéma mondial. Et donc, depuis 2 ans, les choses ont commencé à changer. On s'est dit, qu'est-ce qui ne va pas? Alors, il y a un certain nombre de raisons. La première raison, c'est que Disney, à partir de 2019, a vu qu'il y avait un secteur qui était en développement exponentiel et pour lequel il fallait également qu'elle rentre. C'est le streaming. Et donc, elle a vu des concurrents comme Netflix, HBO+, toutes ces maisons de streaming-là se développer. Et surtout que durant l'année 2020, l'année du Covid, les chiffres de streaming n'ont fait qu'augmenter. Il faut savoir que Netflix a grimpé de plus de 80%, HBO+, exactement, parce que les gens étaient confinés chez eux. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont consommé énormément de programmes télévisés et donc de films à travers les plateformes de streaming. Et donc, Disney a décidé, elle aussi, de rentrer. Donc, ils vont créer la plateforme de streaming Disney+. Et c'était très facile pour Disney puisqu'ils avaient un catalogue immense. Ils ont la Warner, ils ont Marvel, ils ont Star Wars et ils ont leurs propres films Disney. Et donc, il suffisait tout simplement de prendre ces films-là et de les mettre et de balancer un prix qui soit attractif. Et bingo, c'est ce qui s'est passé. Lorsque ils ont lancé leur plateforme en 2020, le prix d'entrée est tourné aux alentours de $6-7. Et donc, c'était en deçà même du prix que d'autres plateformes telles que Netflix, etc. mettaient. Et donc, ils vont avoir un début spectaculaire. Et donc, entre 2020 et l'année 2021, vraiment, la chaîne Disney+ va être la chaîne de streaming qui va avoir le développement le plus rapide. Et donc, très vite, elle va devenir une référence et elle va gagner en part de marché, non seulement aux États-Unis, mais sur le reste des pays dans lesquels elle était implantée. Sauf que, et c'est là où commencent les problèmes pour Disney, ils vont commencer à faire à l'intérieur du groupe, une espèce de préférence. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on va commencer à dire, bon, on va sortir des films, certes, mais il ne faut pas que ces films-là puissent gêner la plateforme streaming. C'est-à-dire qu'en termes de qualité, il ne faudrait pas que les films soient supérieurs aux films qui sont sur les chaînes streaming. Pourquoi? Pour ne pas détourner l'attention des spectateurs, des consommateurs de la chaîne Disney+. Eux, ils ont privilégié dans le groupe, ils ont dit, on a les films Disney, on a la chaîne de streaming Disney+, et on a nos films Disney. Et donc, il ne faut pas que nos films fassent de l'ombrage à la chaîne de streaming, qui était devenue un peu le bébé, en quelque sorte, qui était devenue la nouvelle vitrine de Disney. Et donc, ça, c'est le premier facteur. C'est-à-dire qu'ils ne vont plus véritablement appeler des scénaristes de qualité. Ils ne vont plus mettre en avant des acteurs qui coûtent de l'argent. Hein. Tu sais, dans les blockbusters, des acteurs bankable, les appeler. Non, on va commencer à privilégier le choix d'acteurs qui sont un peu inconnus, qui ne sont pas très connus du grand public, parce qu'ils ne coûtent pas cher. Et donc ça aussi, ça permettait, d'un point de vue financier, de limiter les dépenses. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, qui est encore l'une des raisons encore qui va venir aggraver la situation de l'image de Disney, c'est-à-dire que après le départ de Bob Iger, lui, il avait une vision très simple. C'est-à-dire qu'on ne change pas les règles, si tu veux, les normes, des films de Disney. C'est-à-dire que Disney ne s'occupe pas des problèmes de société. Disney ne veut pas intégrer des faits de société dans ses films. Disney, sous Bob Iger, c'est du divertissement pur et simple. On prend des recettes simples. L'amour, c'est un homme, une femme, on met une intrigue, etc. C'est la victoire du bien contre le mal, etc. Donc, toutes ces règles-là, standards que l'on a toujours vues dans les films de Disney, c'est le méchant contre le gentil, tu vois, non? Et le méchant, c'est en général le riche, le gentil, c'est le pauvre. Donc, toutes ces règles-là, qui ont toujours fait que les consommateurs se sont toujours identifiés dans les narrations des films de Disney, à partir de 2020, Bob Iger étant parti, le nouveau patron va dire non, Disney, c'est une grande maison, Disney est une puissance en termes de divertissement, et donc ils ont décidé que Disney aussi doit être celui qui va éduquer les sociétés en disant que le monde est en train de changer, et donc il faut mettre dans les films de Disney, si tu veux, il faut que les vitres de Disney soient maintenant à l'image de la société. Quand ils ont dit l'image de la société, ils ont oublié que les films Disney étaient visibles dans tout le monde entier, et pas seulement aux États-Unis. La société américaine avait certes changé sur certaines règles,
la question de la sexualité, l'homosexualité, donc on parle des Question de LGBT+, genre et tout les ça. questions de genre et tout ça, mais pas le monde entier. Or, ils ont cru qu'ils pouvaient imposer leur vision au monde entier. Et c'est ainsi qu'on a commencé à voir dans les films Disney une certaine dose de wokisme, c'est-à-dire qu'on remet on remet en cause les classiques du genre. On a la petite sirène qui est jouée par une personne de couleur, d'origine colombienne. On a des héros, par exemple Spider-Man et tout ça là, dans le multiverse. Ce n'est plus un blanc, c'est un noir. On a par exemple dans le Buzz Lightyear, le film, un des protagonistes, on a un couple homosexuel à l'intérieur. Donc, il y a un certain nombre de choses, et puis aussi, et malheureusement, il y a des gens qui ont heurté un peu les populations, c'est-à-dire le film Mulan, par exemple, la deuxième version, n'avait pas été apprécié par les Chinois qui lui reprochaient un certain nombre de choses. C'est-à-dire que Mulan était plus blanche que noire. Le film, je parle du film, Mulan, pas le dessin animé, le film. Eux, ils avaient l'impression que la personne qui jouait le rôle de Mulan, c'était pas une Chinoise, c'était pas une Asiatique, c'était une blanche. Et deuxièmement, c'est-à-dire que là, dans les éléments qui étaient mis en avant dans le film, on ne respectait pas un peu, si tu veux, les critères que les historiens chinois reconnaissent comme étant les éléments factuels, le décor, les éléments qu'on montrait dans le film. Donc, tout ça va faire que petit à petit, il va y avoir une espèce de remise en question des films de Disney. Et donc, c'est cette remise en question sur le fait que l'on mette des doses d'homosexualité, qu'on mette qu'on change, si tu veux, les classiques du genre, on change les acteurs parce qu'on veut faire apparaître les minorités, les noirs, les hispaniques, etc., les asiatiques. Donc, tout ça va faire que, il va y avoir sur la fanbase, c'est-à-dire que nous qui adorions les films Disney, quand on a connu la petite sirène, c'était une blanche, donc ça ne nous choque pas en soi que ça soit noir, mais pour les blancs, c'est extrêmement choquant. Or, donc cette question raciale reste encore très profondément ancrée dans la tête des gens, quels que soient les pays dans lesquels on se trouve. Et donc le fait que Disney ait voulu toucher à ces éléments-là qui sont essentiels dans, si tu veux, l'identification et dans le fait que c'est par cette identification que les gens se reconnaissent dans les films et qu'ils ont un lien affectif avec ces films-là, ils rentrent un peu dans la mémoire populaire. Et donc tout ça va faire que les règles de base qui ont toujours fait le succès des Disney vont être purement et simplement jetées, mises de côté. Et là, évidemment, les choses vont commencer à mal se passer. Donc la plupart des films de Disney qui, par la suite, depuis 2021, et 2022, ça se confirme, c'est la deuxième année. D'abord, à partir de 2021, on va commencer à constater que la plupart des films Disney faisaient à peine des bénéfices, étaient rentables, c'est-à-dire qu'ils permettaient d'amortir les dépenses que l'on avait faites pour les réaliser. Mais en 2022, mais en 2023, c'est encore pire. C'est-à-dire qu'il y avait quand même certains films en 2022 qui avaient quand même plus ou moins pu tirer leur épingle du jeu, comme le film Alerte Rouge de Pixar, qui avait fait à peu près $100 millions de bénéfices. Mais pour l'année 2022, le dernier film sur lequel, évidemment, Disney mettait beaucoup d'espoir, c'est le film Wish, Achat et la bonne étoile, qui avait coûté $250 millions au film, 250 millions de dollars à Disney. Et bien Disney vient à peine, là, en décembre, là, de le rentabiliser, c'est-à-dire d'atteindre les 250 millions de dollars qu'ils avaient dépensés grâce à quel marché? Au marché international. Aux États-Unis, ce film n'a fait qu'une vingtaine de millions de dollars de recettes. Aux États-Unis. Le reste du monde a quand même regardé le film. Et donc, Disney espère maintenant un peu gagner un peu d'argent sur Wish Achat et la bonne étoile, notamment à travers le streaming. Donc, ce sont tous ces mauvais résultats-là, tous ces mauvais choix de marketing. Et ça aussi, ça se voit aussi sur le fait que certaines franchises, comme les franchises qui rapportaient énormément d'argent à Disney, ne le rapportent plus. On voit par exemple avec la franchise Marvel, ce que les téléspectateurs reproche à Disney, c'est que dans Marvel maintenant on est perdu. Il y a toute une myriade de super-héros et ils ont fait des espèces de liens de scénario entre les différents films. Donc ce qui fait que lorsque l'on voit un nouveau film Marvel, le film commence
par la fin d'un autre film Marvel. Et donc, si vous n'avez pas suivi le film antérieur, vous ne pouvez pas comprendre le nouveau film. Et donc, tout ça fait que, avec la multiplication des films, la multiplication des héros, les spectateurs se perdent un peu dans l'histoire générale de Marvel. Et donc, au lieu de faire d'un héros une histoire, on a voulu faire d'une histoire plusieurs héros, et donc ces histoires sont reliées entre elles, et donc tout ça fait qu'aujourd'hui, les spectateurs ne suivent plus carrément, ils sont carrément perdus. Ça, c'est la première. La deuxième raison, c'est que les séries Marvel, il y en a eu trop vite. Et évidemment, les acteurs n'arrivent pas à... Les acteurs qui sont pour la plupart des acteurs qui ne sont pas connus du grand public. On a pris des acteurs, des inconnus parce qu'ils coûtaient moins cher. Et ces acteurs-là, malheureusement, dans leur jeu, n'arrivent pas véritablement à convaincre le public comme étant les véritables porteurs de ces rôles-là. Et donc, on voit que les séries, Miss Hulk, Marvel, le soldat de l'hiver et tout ça, donc le faucon et le soldat de l'hiver, tout ça là, ces séries-là ne marchent pas parce qu'elles n'arrivent pas elles n'arrivent pas à atteindre les objectifs en matière de rendement qu'elles espéraient. Donc, tout ça fait qu'aujourd'hui, les chiffres étaient tellement mauvais que Disney, au début de cette année, a décidé donc de se restructurer. Bob Iger, qui est arrivé en septembre, il a vu que c'était pas bon. Et donc, qu'est-ce que l'on fait pour essayer d'éviter la saignée, puisqu'ils ont perdu énormément d'argent sur leur dernier film au cours des 2 dernières années, qu'est-ce qu'on fait? On fait des coupes sur les effectifs. Il faut savoir que Disney est présent dans près de 84 pays, c'est 190 000 salariés. Pour un premier temps, Bob Iger a annoncé qu'ils vont, si tu veux, recentrer leurs activités vraiment sur le divertissement pur, c'est-à-dire qu'on va revoir le contenu des films et faire qu'on revienne un peu aux standards d'avant, les standards qui ont fait le succès et la renommée de Disney. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que évidemment, dans des secteurs où on perd énormément d'argent, c'est-à-dire notamment les parcs Disney, là-bas, il y a aussi, à cause de la crise qui est liée aux effets de la guerre en Ukraine et tout ça, l'inflation et tout ça, ça fait que les fréquentations, notamment en Europe, ont énormément baissé. Donc, ils sont obligés là-bas aussi de faire des coupes drastiques sur les effectifs. Donc, Disney a annoncé que pour l'année 2024, il y aura 7000 suppressions de salaire, 7000 suppressions d'emplois. Et donc, ça, évidemment, c'est dans l'optique d'essayer de dégager une petite marge de manœuvre financière pour essayer d'arrêter la saignée. Mais tout ça montre que Disney qui, pendant longtemps, et parallèlement, il ne faut pas aussi oublier, parallèlement, pour ce qui concerne les chaînes de streaming, il y a de nouveaux acteurs qui sont venus et qui ont remis un peu de la concurrence sur le game. Je pense à deux. Je pense à Amazon Prime et HBO+. HBO, c'est des tueurs. Voilà, eux, ils ont aussi un très très beau catalogue. Avant, ils mettaient leurs films dans les autres plateformes de streaming, mais dès l'instant ils ont choisi de créer leur propre plateforme, ils ont décidé de récupérer tous leurs films et de les mettre sur leur plateforme. Donc, on a Amazon qui est très agressive aussi en termes de prix et en termes de programmes. Vous avez des programmes comme The Boys et des programmes comme le préquel sur le Game of Thrones qui marche très très bien. House of Dragon. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, Disney+, face à cette concurrence-là sur le streaming et face aux mauvais résultats de ces films, aussi bien d'animation que des films grand public, est obligé de revoir totalement sa stratégie et certainement qu'ils vont revenir aux usages qui étaient les leurs bien avant le départ de Bob Iger et qui ont toujours fait... Voilà, exactement. Faut pas suivre là. Ils avaient demandé des excuses, non? Ils avaient fait un communiqué où ils avaient demandé des excuses sur leur comportement ces derniers temps par rapport à tout ce qui se passe dans le monde. Exactement. Je crois que c'est quand le vieux là est revenu. Oui, Bob Iger. Ouais, voilà, c'est sûrement exactement. à ce moment-là. Exactement. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Fresh Morning. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.